Monsieur le Président, cher Cédric, Mesdames et Messieurs, bienvenue au Havre, bienvenue dans le théâtre de l'Hôtel de Ville, bienvenue à ceux qui connaissent cette ville. C'est le cas, c'est votre cas, Monsieur le Président, puisque j'ai compris que vous êtes Rouennais. Bienvenue. On est toujours heureux d'accueillir des Rouennais au Havre, mais que vous avez travaillé au Havre, donc vous connaissez bien la ville. Et cher Cédric, je sais que tu connais bien la ville, puisque j'ai déjà eu l'occasion de t'y accueillir plusieurs fois, et même de visiter le port du Havre, et même, mesdames et messieurs, de monter dans les grues du port du Havre et de manipuler des containers. Et je ne vous cache pas que la scène dans laquelle Cédric Villani et moi sommes dans une grue pour manipuler des containers en pleine nuit sur le port du Havre vaut au moins une photo. Au moins. Bienvenue donc à ceux qui connaissent la ville, bienvenue aussi à ceux qui ne la connaissent pas, et peut-être même, d'une certaine façon, encore plus bienvenue à ceux qui ne la connaissent pas et qui, à l'occasion de cette manifestation, de ce congrès, vont pouvoir la découvrir. Un petit mot sur le Havre, peut-être, pour commencer, pour dire à ceux qui, annonçant à leurs compagnons, à leurs conjoints, qu'ils allaient passer la journée au Havre, se sont peut-être heurtés, ou en tout cas confrontés à une réaction d'incompréhension, voire peut-être d'ironie, de « Ah, oh, ça peut arriver ». Si franchement ça n'était arrivé à aucun d'entre vous, ce serait bien la première fois. Ça peut arriver. Un mot pour cela, pour dire que, évidemment, le choix du Havre, compte tenu du sujet, est excellent, mais j'y reviendrai. Un mot pour leur dire que vous arrivez dans une ville, le Havre, qui n'a peut-être pas l'image qu'elle devrait avoir, qui n'a sans doute pas l'image qu'elle devrait avoir, mais qui est une ville étonnante. Toutes les villes sont étonnantes à certains égards, mais celle du Havre l'est véritablement parce qu'elle est une ville qui est sortie tout droit armée du crâne de l'État, tout droit armée du crâne de François Ier en 1517, il y a 499 ans, parce que François Ier, fasciné par l'Italie, fasciné par ce Graal qu'étaient les guerres d'Italie, n'avait pas pu manquer de s'apercevoir qu'un grand continent avait été découvert de l'autre côté de l'eau et qu'il fallait que la France, que le royaume prenne sa part dans la découverte de ce nouveau monde. Et pour cela, il fallait un grand port à Paris, il fallait un port qui puisse nourrir des départs d'expéditions ambitieuses, et ce port, c'était le Havre, à la fois verrou contre l'ennemi anglais et moyen de participer à la conquête du Nouveau Monde. Et ce port, cette ville, créée à partir de rien en 1517, ont depuis lors servi de grands ports de négoce, militaires au début, mais assez vite de grands ports de négoce et de commerce, à toute la région Île-de-France. Ce qui a été la chance du Havre, cet adossement à la région Île-de-France, a aussi été à certains égards sa malédiction, puisque sa place stratégique a conduit, pour la dernière fois en 1944, les Alliés à rayer la ville, non pas d'un trait de plume, mais par l'effet de 2 bombardements, pendant lesquels, je le dis parce que les chiffres sont étonnants, pendant lesquels, en septembre 1944, il est tombé plus de bombes sur la ville que pendant tout le Blitz sur Londres, À peu près 10 000 tonnes de bombes sont tombées sur le Havre en 2 jours, là où environ 9 000 à 9 500 tonnes de bombes sont tombées sur Londres pendant tout le Blitz. La ville est rayée et elle se reconstruit. Et elle se reconstruit lentement, et elle se reconstruit avec un plan dessiné par Perret, avec des principes d'architecture conçus par Perret, et avec l'énergie d'une ville à nouveau nouvelle, à nouveau reconstruite pour servir de port, encore une fois, au nord de la France et à la région Île-de-France. Ça donne une ville à l'architecture unique. On a tout à fait le droit de ne pas l'aimer, ou de ne pas la trouver belle. Je la trouve magnifique. Mais ce qui est certain, et je dirais ce qui est encore plus certain quand, comme vous, on est forcément curieux des choses de l'intelligence, on ne peut pas ne pas la trouver intéressante. Car les principes qui ont été retenus par Auguste Perret et par les architectes de la reconstruction sont assez fascinants. Construire une ville moderne, en vérité complètement classique, car toute son architecture est classique,
adapté à ce qu'on imagine être la fin du XXe siècle et le XXIe siècle. Construire une ville de confort, adaptable, mobile. Construire une ville en y reconstituant une offre culturelle. Bref, redessiner au milieu des années 50 une ville. Et cette construction unique nous a valu, il y a 11 ans maintenant, le classement au patrimoine mondial par l'UNESCO. Ce qui, d'une certaine façon, ne rend pas la ville plus belle, mais ce qui l'objectivise. Ça permet de dire, c'est classé au patrimoine mondial. Donc, il y a Venise, il y a Versailles, et il y a Le Havre. On peut toujours ne pas la trouver belle, mais au moins ça objectivise, et là encore, en matière parfois de pédagogie, ça peut être utile. Donc, cette ville, elle est industrielle, elle est portuaire, elle est populaire, elle est unique. Et elle est heureuse de vous accueillir parce que les défis qui sont ici en jeu, notamment sur les questions d'éducation, sont considérables. Depuis qu'on compte, plus exactement depuis qu'on mesure en matière d'éducation, Le Havre a des moins bons résultats que le reste du département ou de l'académie, lesquels ont d'ailleurs en général des moins bons résultats que le reste de la France. Il y a ici une vraie urgence, un vrai défi à relever en matière d'éducation, en matière d'éducation. Vous avez choisi le thème évolution et innovation. Dans une ville nouvelle, dans une ville rasée puis reconstruite, la question de l'évolution et de l'innovation se pose forcément, je vous le garantis, je ne sais pas si les objets inanimés ont une âme, mais je peux vous dire que les villes en ont une. Elle se pose forcément d'une façon différente, forcément, de la façon dont elle se pose ailleurs. Et la question de l'évolution et de l'innovation est une question qui, ici, nous passionne. Nous essayons, au Havre, parce que nous en avons besoin, parce que ça correspond peut-être à notre nature, mais parce que nous en avons besoin, nous essayons d'être une forme de terrain d'expérimentation aux innovations qui peuvent exister. Je vais en prendre un exemple qui n'est pas très éloigné de vos préoccupations, qui a été remarqué, on en était très fiers, au niveau national. C'est ce que nous avons mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, sous le nom, à mon avis, pas très opportun, mais passons, sous le nom de machine à lire. Je ne suis pas sûr que le terme soit exceptionnel, pour dire la vérité. Mais ça n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est son promoteur, le professeur Bentolila, qui l'a imaginé, machine à lire. Nous nous sommes prêtés, comme terrain d'expérimentation, à cette idée qu'il pouvait peut-être y avoir, non pas une nouvelle façon d'apprendre à lire, mais peut-être une nouvelle façon d'apprendre à s'entraîner à lire. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et nous avons essayé, avec les professeurs, avec des enfants du Havre, dans le cadre de cette réforme des rythmes scolaires, nous avons essayé de voir si ça fonctionnait. Le fait que Madame le ministre de l'Éducation nationale soit venue récemment au Havre pour, je ne dirais pas s'approprier les fruits de cette expérience, mais les faire partager au niveau national. Non, je suis précis, les faire partager au niveau national, me semble justement de nature à démontrer qu'en tout cas cette expérience est intéressante et qu'elle peut peut-être servir. Un mot, enfin pour conclure, non pas sur le Havre, mais sur ce qui vous rassemble et sur ce qui me semble décisif dans votre sujet. Je suis frappé de la place importante, probablement à mon sens pas suffisante, qu'occupent les questions d'éducation dans le débat national. Mais je suis aussi frappé par le fait que lorsqu'on parle des questions liées à l'éducation, on les aborde pour l'essentiel par l'angle des moyens et aussi parfois par l'angle des programmes. Alors je ne cherche pas du tout à dire que la question des moyens ou la question des programmes n'est pas intéressante. Elles le sont évidemment. Mais je ne crois pas qu'elle soit suffisante à traiter toutes les questions relatives à l'école. Et la question de la pédagogie et de l'aide à la pédagogie et de l'évolution de la pédagogie me semble mériter au moins autant d'attention, et en vérité probablement beaucoup plus, que celle des programmes et peut-être même que celle des moyens.
Notre société se transforme, nous le constatons tous, que nous soyons, quelles que soient nos activités professionnelles, ou quelle que soit notre absence d'activité professionnelle, quels que soient nos âges, notre société se transforme. Et la question de la pédagogie est aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, et probablement comme demain, posée dans des termes nouveaux. Et il faut donc imaginer, avec des nouveaux outils, avec des nouveaux objectifs, sans rien perdre du fond de l'école, qui est la transmission d'un savoir, l'éveil d'une conscience, il faut imaginer peut-être de nouvelles formes de pédagogie. En tout cas, de nouvelles façons d'être en interaction avec des enfants et de leur permettre de réussir leur scolarité, d'apprendre, de penser, de contester parfois, de travailler avec d'autres, d'être complémentaires à ce que savent les autres. Et de ce que je peux voir, de ce dont je peux me souvenir de mon passage à l'école, qui n'est pas si lointain que ça, mais quand même, de ce que je peux voir du passage à l'école de mes enfants, il y a d'abord des choses formidables qui fonctionnent encore, et qui fonctionneront, je pense, longtemps. Mais on doit pouvoir faire un peu mieux sur le travail collectif. On doit pouvoir faire un peu mieux sur la complémentarité entre les différents talents des enfants. On doit pouvoir faire un peu mieux sur l'expression orale, sur la capacité à exprimer devant d'autres des idées simples ou pas, des idées évidentes ou pas, des histoires ou des idées. On doit pouvoir faire mieux. Comment est-ce qu'on arrive à modeler les intelligences des enfants, modeler non pas pour en faire ce qu'on voudrait qu'elles soient, hein, mais pour leur permettre de s'épanouir? Je trouve que c'est une question formidable, et c'est plus, me semble-t-il, une question de pédagogie, bien entendu, qu'une question de moyens ou qu'une question de programme, même si, bien entendu, ces deux questions sont importantes. Et donc, tout ce que vous pourrez faire dans vos vies professionnelles, et en particulier aujourd'hui, pour avancer, enrichir, mieux concevoir cette question de la pédagogie en général, est indispensable et précieux pour la totalité, non pas simplement du système éducatif, mais de la société française. Et c'est parce qu'on prend ça très au sérieux, au Havre, qu'on est ravis de vous accueillir. Ravis de vous accueillir et de vous entendre et de vous écouter, de participer avec vous à ces journées, à cette journée. Et puis, un mot enfin, pour dire que vous avez choisi d'inviter Cédric Villani, qui est étonnant à tous les égards, et pas simplement... Son apparence est aussi riche que son fond. Et il faut l'entendre parler de mathématiques, surtout à quelqu'un comme moi qui était mais mauvais, mais incroyable en mathématiques, pour se rendre compte que c'est à la fois une science et un art, pour se rendre compte que la question de la pédagogie des mathématiques est décisive. Décisive. Cédric dit souvent qu'on ne naît pas mathématicien, mais qu'on le devient. Et moi, je ne le suis pas devenu, mais peut-être, mesdames et messieurs, si j'avais croisé Cédric, ou peut-être, mesdames et messieurs, si j'avais mieux accroché, mieux suivi, ou peut-être si la pédagogie de la mathématique avait été un peu différente, peut-être, j'aurais pu le devenir, mais c'est pas sûr. Merci, bienvenue au Havre.